Bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous vous proposons aujourd'hui une rencontre virtuelle FLE animée par Amandine Quetel et qui est intitulée Le traitement de la grammaire dans l'offre des éditions Maison des Langues. Amandine est une collaboratrice habituelle des éditions Maison des Langues. Elle a été enseignante de FLE, coordinatrice pédagogique dans plusieurs alliances et instituts français, notamment en Espagne, au Mexique, à Sainte-Lucie, et avant de devenir formatrice de formateurs. Elle a suivi des études supérieures de langues étrangères, puis elle s'est spécialisée dans l'ingénierie pédagogique avec un master FLE à l'Université de Nantes. Depuis 2017, elle est formatrice de formateurs à son compte et elle dispense aussi des formations sur des thèmes variés à destination des enseignants de français à travers le monde. Elle est aussi co-autrice de quelques collections au sein des éditions Maison des Langues, notamment de À la Une, de Défis et encore des Globetrotters. Donc, je vous laisse en sa compagnie. Je la remercie chaudement d'accepter d'intervenir de nouveau pour nous aujourd'hui. On se retrouve dans environ 50 minutes pour un temps d'échange. À tout à l'heure. Merci Amandine. Merci beaucoup, Séverine. Eh bien, c'est parti, sans plus tarder. Merci pour la présentation. Donc voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on traite de la grammaire dans les collections. Alors, c'est pas forcément que dans les livres, on va aller un peu plus loin, mais comment est-ce qu'on peut travailler la grammaire grâce au matériel, disons, des éditions Maison des Langues. Donc les livres, bien sûr, mais aussi dans l'espace virtuel, qu'est-ce qu'on va retrouver comme outil, en fait. Donc, pour ça, voilà notre plan de travail pour les 50 minutes à venir. On va déjà reposer les bases. Alors, très rapidement, je vais reposer quelques notions de théorie, mais je vais essayer de le faire de la manière la plus concrète qui soit, juste pour pouvoir justement ensuite faire le lien entre la théorie et la pratique et voir comment est-ce que la théorie s'applique dans les séquences pédagogiques proposées dans les différentes collections et matériels des éditions Maison des Langues. Donc on va avoir un exemple de séquence pédagogique très complet, du début jusqu'à la fin. On va aussi voir comment est-ce qu'on peut faire de la grammaire avec les ados et comment est-ce qu'on peut faire de la grammaire avec les enfants. Parce que bien sûr, adultes, ados et enfants, c'est quand même pas forcément la même manière d'aborder les choses. Et puis, il y aura les petits plus, j'ai appelé ça les petits plus, qui justement vont nous permettre d'agrémenter nos cours de matériel complémentaire pour pouvoir continuer à travailler la grammaire, mais avec des supports un peu différents, sortir un peu du livre et utiliser du matériel différent. Voilà, je ne veux pas faire de spoiler, vous allez voir un petit peu après. Donc, pour commencer, on va reposer ensemble les bases. Mais avant de reposer les bases, je vais vous poser quelques questions. Séverine a dit qu'on allait faire un petit sondage, effectivement. J'aimerais déjà savoir comment ça se passe, la grammaire et vous, en classe. Donc, vous avez le choix entre deux réponses. Pour vous, la grammaire, c'est super, ou pour vous, la grammaire, c'est galère. Pas beaucoup de nuances, c'est l'un ou l'autre. Il faut que vous choisissiez votre camp. Est-ce que la grammaire rime plutôt avec super ou avec galère pour vous? Je suis assez curieuse de voir la réponse. Je vous laisse le temps de voter. Il vous suffit juste de cliquer et les résultats vont apparaître. Ah, formidable. Vous êtes une grande majorité, quand même 72% à trouver que la grammaire, c'est super. Et quand même 30%, donc un tiers, à trouver que la grammaire, c'est un peu galère. Donc, bon. Je vais essayer donc de convaincre le tiers qui a voté galère pour peut-être à la fin transformer ça en super. On va voir si j'arrive à vous donner des bons résultats. Et une deuxième question va s'afficher pour vous, pour que vous puissiez me dire avec quel public est-ce que vous en sortez le mieux pour enseigner la grammaire? Est-ce que c'est plus facile d'enseigner la grammaire aux adultes, aux ados ou aux enfants? Quel est le public avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour la grammaire, hein? C'est vraiment pour l'enseignement de la grammaire. Je vous laisse répondre à la question. Alors, vous êtes obligé de choisir une, donc je vous laisse choisir. Vous ne pouvez pas répondre tout, vous ne pouvez pas répondre deux, c'est une. Donc vraiment, choisissez votre préféré. Les résultats vont apparaître. Alors, je suis un peu moins surprise par cette réponse. Vous vous en sortez le mieux pour enseigner la grammaire aux adultes. 70% d'entre vous
Et je suis d'accord, moi j'aurais cliqué sur la même chose, sur adulte. Il y a quelques quand même personnes qui disent aussi les ados, mais vous êtes moins nombreux, et aussi beaucoup moins nombreux avec les enfants. J'aurais répondu exactement la même chose. Alors, bien sûr, les statistiques peuvent être un peu faussées par le fait que peut-être vous êtes aussi moins nombreux ici à enseigner aux enfants ou aux ados, c'est aussi possible. Mais effectivement, souvent, c'est un peu plus facile d'enseigner la grammaire aux adultes parce que on est déjà, nous les adultes, on a déjà été scolarisés, on a déjà souvent fait des études, à moins qu'on parle d'un public particulier non scolarisé, etc. Mais disons que le public en général étudiant, par exemple, ou le public qui vient dans les alliances françaises, dans les instituts français, c'est un public qui déjà a envie d'apprendre, point important, il y a la motivation, et deuxième point, qui a déjà peut-être une habitude d'apprentissage déjà ancrée, parce que c'est quand même assez rare que la langue française soit la première langue étrangère étudiée. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une habitude d'apprentissage de langue et donc de réflexion peut-être sur le fonctionnement de certaines langues, etc. Donc peut-être que vos réponses peuvent s'expliquer par ça. En tout cas, je vois qu'on est assez d'accord sur ces réponses. Alors, dans les bases qu'on va reposer, on va essayer de résumer de manière très synthétique les différences entre la grammaire inductive et la grammaire déductive, d'accord? Donc, je vais essayer de faire ça de la manière la plus simple possible, parce qu'il ne s'agit pas de faire un cours théorique sur la grammaire, mais plutôt de reposer les bases pour ensuite voir comment est-ce que ça va s'appliquer concrètement dans la séquence pédagogique. Alors, si on regarde ensemble, la démarche déductive, donc déductive, attention, ce serait ça. Le professeur explique la règle de grammaire, puis ensuite montre des exemples aux élèves, des exemples de phrases, des exemples de structure, etc. Ensuite, les élèves mettent en application en faisant des exercices, c'est la phase de systématisation, et ensuite, on fait une phase de production dans laquelle les élèves vont réutiliser ces nouvelles structures pour, dans un contexte plus ou moins réel ou dans lequel on va produire quelque chose, un écrit, un oral ou un mélange des deux, un projet, ça peut être aussi un projet, dans lequel on va insérer ces nouvelles structures. Alors, il y a l'élève, il se passe une chose avec notre élève, il est passif, au moins dans les 2 premières phases, parce qu'il reçoit la règle expliquée par le prof, il reçoit les exemples et ensuite il applique, d'accord? Donc, on n'a pas trop envie que notre élève soit passif. En tout cas, moi, j'ai pas trop envie que mes élèves soient passifs. Donc, deuxième possibilité, c'est la grammaire inductive. Et vous allez voir, c'est quasiment la même chose, mais on change des petits paramètres qui font que, en fait, tout change. En fait, on commence par la pratique de la langue, c'est-à-dire qu'on commence par observer la langue dans un contexte naturel, c'est-à-dire un document. En général, il s'agit d'un document authentique, si possible. Euh, à partir de ce document, on va faire des interactions, on va réagir, on va se poser des questions, faire des hypothèses. On a aussi toute une phase de mise en route dans laquelle on va avoir de la production orale, de la compréhension orale, de la compréhension écrite, etc. À partir de cette pratique de la langue, donc de ce document, notre élève va pouvoir observer des exemples de la structure que l'on veut lui enseigner. Il va les observer dans le document. Donc, il va voir les exemples de la langue en contexte. Ensuite, on passe à la phase de conceptualisation, dans laquelle l'apprenant va devoir réussir à trouver comment fonctionne la langue. C'est-à-dire, en gros, qu'il va devoir comprendre et trouver la règle de grammaire. D'accord? Alors bien sûr, il ne s'agit pas de le jeter dans la nature et de lui dire maintenant comprends comment ça se passe. On va le guider et je vais vous montrer les différents outils qu'il existe pour pouvoir le guider. Ensuite, on a une phase de systématisation dans laquelle on va avoir des exercices systématiques de pratique de la langue, pratique de ces structures. Ces exercices ont pour but d'automatiser. Alors pour l'élève, ils ont pour but d'automatiser cette règle qu'il vient de découvrir, et pour le prof, ça a pour but aussi de vérifier que les élèves aient bien compris la règle et soient bien capables de l'appliquer. Et ensuite, on revient au point de départ, mais bien sûr, on avance tout en avançant, et on recommence à pratiquer la langue. Et donc là, c'est la phase de production. Et dans la pratique de la langue, on va avoir de nouveaux exemples en contexte, etc. Donc c'est vraiment
ce qu'on appelle le cycle spiralaire, l'apprentissage spiralaire, où on va revenir toujours à la pratique, à la pratique. Le cœur de l'apprentissage, c'est dans la pratique de la langue, dans l'observation d'une langue authentique et dans la pratique d'une langue la plus authentique possible. Donc, dans ce cas-là, vous l'aurez compris, notre élève, il est actif. C'est lui qui fait tout. En fait, nous, la posture que l'on doit adopter en tant qu'enseignant, c'est la posture de guide, de orientateur, facilitateur, facilitatrice, coach, on peut dire presque coach, parce que c'est pas nous qui transmettons le savoir. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on crée un chemin pour que l'élève réussisse à arriver au savoir que l'on voulait lui transmettre, mais c'est à lui d'aller le chercher. Voilà. Pour résumer de manière vraiment très schématique, mais j'ai voulu être sûr qu'on repose bien les bases pour savoir que l'on parle bien de la même chose. Donc, dans l'approche actionnelle, ce qui est recommandé aussi par le cadre européen commun de référence pour les langues, le CECR, on recommande bien sûr l'objectif de l'apprentissage, c'est vraiment de faire quelque chose en français, que notre élève soit capable de faire en français, pas qu'il soit capable de savoir quelque chose en français, ni capable de dire, sinon de faire. Donc, pour être capable de faire, il va falloir qu'il acquiert différentes compétences, différents savoirs aussi, bien sûr, et qu'il maîtrise différents outils. Et parmi ces outils, il y a l'outil, bien sûr, grammatical, l'outil de la langue, l'outil linguistique. Il y a aussi l'outil lexical, l'outil phonologique, etc. Il y en a plein. Dans les compétences, il faut savoir écrire et savoir parler, etc. Il y a plein de choses, mais parmi toutes ces choses qu'il va falloir qu'il maîtrise, il y a l'outil de la grammaire. Donc voilà, la grammaire devient un outil au service de l'action. Donc j'insiste là-dessus parce que ça veut dire que la grammaire, ça n'est pas l'objectif à atteindre, c'est un outil au service de l'action, c'est-à-dire de faire quelque chose en français. Voilà. Fin de la phase théorique, c'était vraiment juste pour vous rappeler quelques bases pour être sûr qu'on parle bien de la même chose ensuite. Donc si on passe à la phase pratique, comment est-ce que cette théorie que l'on vient de décrire s'applique concrètement dans une séquence pédagogique? On va prendre un exemple dans la collection Défi. Donc Défi, je rappelle, c'est une collection de livres pour les grands adolescents, étudiants ou adultes, du A1 jusqu'au C1. J'ai la chance de faire partie des autrices du niveau C1 d'ailleurs, donc j'en parle en connaissance de cause. Dans Défi, la grammaire, elle est explicitement, c'est clair pour tout le monde, inductive. Donc, si vous vous souvenez de ce que je viens d'expliquer, ça veut dire que c'est l'élève qui va construire par l'observation la règle de grammaire. Elle est systématiquement contextualisée. On part toujours de la langue dans son contexte pour l'observer, puis la remettre dans son contexte. Elle est très régulièrement systématisée et pas nécessairement par des exercices à trous. On peut aussi systématiser la langue en parlant, en interagissant, en jouant. On a plein de manières de systématiser la grammaire. On la réutilise aussi de manière créative, justement, par des petits projets, par des activités créatives. Je vais vous montrer ensuite des exemples. Et elle est finalement digérée et réutilisée dans un contexte grâce à la tâche. On va voir tout ça dans le détail. Donc, première chose, on a toujours un document, le plus authentique possible. Ici, j'ai pris un exemple, j'ai oublié de le noter, un exemple dans une des unités de défi 1. Donc, on est dans un exemple de séquence de niveau A1, d'accord? Donc, première phase, les élèves vont observer le document. On va faire une première phase de compréhension globale. Et ce que l'on propose, au lieu de faire un questionnaire de compréhension, c'est qu'en fait, on va vérifier que nos élèves aient compris le document en les faisant réagir, en leur disant, alors, quel est votre avis? Et vous, est-ce que c'est comme ça chez vous? Voilà. Donc, on pose pas des questions comme qu'est-ce que c'est que ce document, des questions vraies ou faux pour comprendre le document, etc. L'objectif, c'est d'utiliser vraiment la langue de la manière la plus naturelle possible. Donc, on regarde le document et on propose différentes activités pour que les élèves réagissent. Et le prof va bien se rendre compte face aux réactions des élèves si les élèves ont compris ou non le document. Donc, première phase, on observe le document. Deuxième phase,
comprendre et réagir, donc réaction aux documents authentiques. On va vers une compréhension la plus affinée, de plus en plus affinée, pardon. Et ensuite, on arrive au travail de la langue. Et donc, par observation, par une étape aussi de repérage guidé, ils vont arriver à la découverte du point grammatical de façon inductive. Alors, parmi les outils qu'on peut utiliser pour faire la grammaire de façon inductive, pour la phase de conceptualisation, on peut utiliser des tableaux à trous, des schémas à compléter, des phrases avec la règle de grammaire à compléter, des cartes mentales. On a plein d'outils à notre disposition. Et ça va permettre à l'élève, en fait, de constituer par lui-même la règle de grammaire. Mais on ne lui laisse pas une page blanche en lui disant « écris la règle de grammaire ». Non, l'objectif, c'est vraiment de le guider et de l'aider à trouver par lui-même, mais tout en le guidant, par lui-même le fonctionnement de la règle. Donc là, on est dans la phase de conceptualisation. Ensuite, on peut formaliser vraiment la règle dans la phase de conceptualisation, toujours en utilisant l'encadré, le fameux encadré jaune. Quand vous ouvrez les pages de défi, vous pouvez très facilement repérer quel point de grammaire on travaille grâce à ces petits encadrés jaunes. Il y a toujours le titre. Là, on voit qu'on travaille les déterminants possessifs. C'est assez classique. Quand on parle de la famille, on en profite pour voir les déterminants, parce que ça nous permet d'avoir tous les genres, tous les nombres de déterminants en parlant de sa famille. Donc, on formalise la règle grâce à ce petit encadré que les élèves vont pouvoir donc remplir. Une autre manière de formaliser la règle, si on a besoin de la formaliser de manière plus fine, alors pas nécessairement en classe, ça peut être aussi d'indiquer aux élèves que ça existe pour s'ils ont besoin de plus d'informations pour pouvoir aller lire ça. À la fin du livre, on a le précis grammatical dans lequel on va retrouver le même tableau entièrement complété cette fois, donc c'est un peu la réponse finalement à l'activité de conceptualisation. Donc le tableau est complet et on a des exemples d'emploi, on a une règle plus complète aussi avec plus d'explications et aussi des fois quelques explications sur les exceptions, parce qu'on le sait, dans la grammaire française, il y a beaucoup d'exceptions. Donc voilà, on peut avoir, si nécessaire, une deuxième étape de formalisation plus fine. On passe ensuite à l'utilisation, donc la systématisation et le réemploi de cette nouvelle notion grammaticale. Dans Défi, on propose quasiment systématiquement de réemployer tout de suite à l'oral déjà, pour commencer. On va réemployer les structures à partir d'exercices de type communicatif et un peu systématique. Oui, on va devoir répéter assez souvent la structure. Donc, par exemple, ici, il s'agissait de présenter sa famille à partir d'un schéma en étoile et que donc les camarades posent des questions en réutilisant les possessifs. C'est ton frère, c'est ton père, c'est ton ami, etc. Ce qui va permettre de réutiliser tous les possessifs de manière immédiate, en fait. Donc, on a réfléchi à comment ça fonctionne et on réutilise immédiatement la règle. Ensuite, dans le cahier d'exercices, on va trouver des exercices systématiques, structuraux, à l'écrit cette fois. Ça va permettre de compléter. Donc, moi, la manière dont j'utilise Défi, c'est que j'utilise vraiment le livre de l'élève pendant la classe pour favoriser au maximum ce temps que l'on a de face à face pour faire des interactions à l'oral. Et le cahier d'exercice, je l'utilise beaucoup plus comme devoir à la maison, puisque c'est des choses que les élèves vont pouvoir faire en autonomie, à l'écrit. S'ils utilisent en plus la version numérique de l'espace virtuel du livre numérique, ils vont pouvoir avoir une correction immédiate de leurs exercices. Donc voilà, on va pouvoir aller dans un apprentissage le plus autonome possible. Et donc l'objectif de cette phase de systématisation, ça va être vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, de créer des automatismes. Donc voilà, on a une phase de systématisation à l'oral, une phase de systématisation à l'écrit, pour arriver finalement à notre objectif final, être capable de faire quelque chose en français en utilisant ces points de langue que l'on a vus. Et donc, c'est la tâche finale qui, dans Défi, s'appelle le défi. Donc ici, par exemple, pour réutiliser notamment les pronoms possessifs, les adjectifs possessifs, pardon, les articles possessifs, décidément, mais aussi tout le reste des points linguistiques qu'on a vus dans l'unité. Donc, on aura vu le lexique de la famille, on aura vu d'autres choses.
on va pouvoir leur proposer de faire un arbre généalogique d'une ou d'un camarade. Donc, ils vont devoir, en binôme, se poser des questions pour dessiner l'arbre généalogique du camarade. Ce qui va permettre donc une appropriation et une production digérée après toutes ces étapes. Voilà pour un exemple de séquence pédagogique très complète. Vous avez vu, on a retrouvé toutes les étapes de notre séquence, de notre grammaire inductive, où l'élève, l'apprenant, est toujours dans l'action. C'est toujours lui qui fait. Le professeur, la seule chose qu'il peut faire, c'est guider et de dire, donner les étapes et éventuellement faciliter, orienter vers les bonnes réponses. Un autre exemple dans la collection Prête à parler. La collection Prête à parler, c'est une des nouveautés des éditions Maison des Langues. C'est une collection qui s'adresse également au public adulte. Et là, pour le coup, on est dans une approche qu'on a appelée non grammaticale de la langue. L'objectif numéro 1 de cette collection, c'est d'être prêt à parler, comme l'indique son titre. Donc, l'objectif, c'est de communiquer. D'accord? Donc, on a une approche assez lexicale de la grammaire où on va aussi se fonder sur l'observation et l'appropriation des formes par l'observation. La priorité étant donnée vraiment, comme je le disais, à la communication et à l'interaction orale et écrite. Mais toujours pendant la classe, on va essayer de privilégier au maximum l'oral, l'écrit pouvant être fait hors du temps de face à face. J'insiste aussi là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup d'heures en général face à face avec nos élèves, donc ça vaut le coup d'essayer de privilégier l'oral. Donc, on est dans Prêt à parler sur une grammaire qui fait sens. On part vraiment de situations de communication très concrètes. Et pour être capable de réaliser ces situations de communication, on a besoin d'éléments grammaticaux. Donc, on les observe, on comprend comment ça fonctionne et on réutilise tout de suite. Vraiment, l'objectif, c'est communiquer. Le titre est vraiment indique exactement ce qu'il en est. L'objectif, c'est d'être prêt à parler, prêt à communiquer. Ensuite, avec les ados. Alors, vous avez dit que c'était un petit peu plus compliqué. On a un premier problème avec les ados, en général, c'est la motivation. Et la grammaire, pour eux, c'est quelque chose d'assez abstrait. Alors, je généralise, ils sont pas tous comme ça, mais c'est parfois quelque chose d'assez abstrait qui est un peu ennuyeux. C'est un peu comme des mathématiques. On a une règle, il faut l'appliquer, etc. Donc, l'objectif avec les ados, ça va être d'essayer de passer le moins de temps possible sur ces phases de conceptualisation, de réflexion sur le fonctionnement de la langue, etc., mais d'essayer de transformer certaines choses pour que ce soit plus ludique, plus dynamique. C'est ce qu'on a essayé de faire dans la collection Les Globetrotters, à laquelle j'ai eu aussi l'occasion de participer en tant qu'autrice. On n'a pas tout fait en même temps, je vous rassure, mais les Globetrotters sont là. Donc, les Globetrotters, c'est aussi une collection destinée aux adolescents, disons l'âge collège-lycée en France, donc entre 10, 11 ans et 15, 16, voire 17 ans en fonction de la maturité des élèves. Avec les Globetrotters, on part du niveau A1 et on arrive à terminer le niveau B1 dans le dernier numéro des Globetrotters. Et ici, la devise, c'est, je l'ai mis 3 fois ici, c'est de l'action, de l'action, de l'action. En général, avec les adolescents, on n'a pas beaucoup d'heures de face à face. Quand on travaille dans le système scolaire, on a des séances qui sont parfois très courtes. On a 50 minutes, 55 minutes, peut-être 40. Je parlais avec des collègues du Kenya tout à l'heure, ils avaient 40 minutes de cours. Donc voilà, il faut que ce soit efficace et que les élèves soient actifs. Donc la grammaire va être vraiment au service de l'action. Et l'objectif, c'est de faire une grammaire simple et surtout appliquer immédiatement ces notions grammaticales pour que les choses soient concrètes pour les élèves et éviter de passer par des passages trop abstraits qui pourraient les perdre ou les démotiver. Donc voilà des exemples. J'ai encore pris je crois que j'ai pris la première unité ou la deuxième unité du niveau 1. Donc on est vraiment au niveau A1. Vous voyez ici, il s'agit des verbes l'objectif ici, c'est de découvrir les conjugaisons des verbes être, avoir et les premiers verbes du premier groupe en ER, habiter, s'appeler, voilà, des choses très très simples pour être capable de se présenter. Donc, première étape, de la même manière que dans Défi, on observe un document pour voir la langue dans son contexte. Donc ici, on a des fiches d'inscription dans un centre de vacances, si je me trompe pas, oui c'est ça, c'est un camp de vacances.
On a différentes fiches d'inscription des personnages de l'unité. Et donc, on va pouvoir retrouver le nom, le prénom, le pays, l'âge, la ville, et donc réutiliser les phrases. Elle a 13 ans, il est français, il s'appelle, etc. Il habite. Voilà. Donc, on observe la langue dans son contexte. Deuxième phase, on réutilise immédiatement. Donc, vous voyez ici, on ne passe pas par la phase de conceptualisation dans laquelle on demande aux élèves de réfléchir au fonctionnement de la langue, etc. Justement parce qu'on s'est bien rendu compte qu'avec les ados, souvent quand on fait cette phase-là, on les perd un peu. Donc, ce qu'on leur propose, c'est de réutiliser immédiatement ce qu'ils viennent d'observer dans le document, mais on leur donne une aide avec la formalisation de la règle déjà faite. Alors ici, il s'agit de conjugaison. C'est pas tout à fait de la grammaire, c'est plus de la conjugaison, mais pour que vous ayez un exemple très simple, on leur donne les conjugaisons du verbe être, avoir et habiter pour qu'ils puissent faire tout de suite cette activité. Donc, on leur propose de réutiliser en remplissant à leur tour une petite fiche, puis de se présenter à leurs camarades. Je m'appelle, j'ai tel âge, j'habite à, etc. Donc, vous voyez, on ne passe pas par la phase de conceptualisation vraiment de manière inductive. Ici, l'objectif, je l'ai répété, c'était l'action, l'action, l'action. Donc, on découvre comment ça se passe et on réutilise immédiatement. Mais bien sûr, on a quand même une phase de, si besoin, une phase de conceptualisation ou de formalisation qui sont dans les pages, les doubles pages de grammaire que l'on a à la suite des leçons dans les unités. Donc, dans chaque unité, on a une double page bleue de conceptualisation de grammaire. Ce qui va nous permettre ici de retrouver les verbes avec quelques explications, des exemples. On explique que habiter est un verbe du premier groupe, avec comme d'autres verbes qui se construisent de la même manière. Voilà, on a une explication. Et dans cette même page de grammaire, on a aussi des phases de systématisation. Donc juste à côté ou sous la règle de grammaire, on a en général, c'est deux petits exercices vraiment très systématiques, structuraux, pour réemployer et vérifier qu'on a bien compris comment fonctionnait cette règle. Et ensuite, dans le cahier d'activité, au cahier d'activité, au cahier d'exercice, on peut compléter cette phase de systématisation grâce aux activités du cahier. Donc là, on va retrouver, par exemple, cette activité sur le top 3 des célébrités de Nantes, et donc on va pouvoir réutiliser ces verbes, et à nouveau des petites fiches d'inscription, et on va pouvoir décrire la personne qu'on voit dans la fiche d'inscription. Donc vous voyez, c'est exactement le même modèle. L'objectif, c'est de répéter ces structures pour pouvoir se les approprier petit à petit. Et bien sûr, ça c'était la phase de systématisation, on arrive ensuite à la phase de production en contexte, où on va mettre en pratique tout ce que l'on a vu, donc bien sûr la grammaire, mais aussi le vocabulaire de la leçon, et pas forcément un seul point de grammaire. Parfois dans une leçon, il peut y avoir deux petits points de grammaire qui vont se compléter et qu'on va réutiliser dans les mini-projets. Alors dans Globetrotter, dans chaque unité, on a 3 mini-projets, comme celui-ci par exemple, où il s'agit de présenter une célébrité. Donc on va devoir réutiliser toutes les structures verbales qu'on vient de découvrir et le lexique pour présenter une personne. Et à la fin de l'unité, on a un projet, qui n'est pas mini cette fois, qui est un vrai projet final, dans lequel on va rebrasser toutes ces structures de grammaire, toutes ces structures lexicales, et parfois aussi certaines notions culturelles. Donc on remet en pratique régulièrement dans un contexte le plus réel possible, mais de manière assez immédiate. Donc une leçon dans Globetrotter, c'est pensé justement pour des personnes qui auraient des séances de cours assez courtes, pour que on privilégie au maximum pendant ces séances de face à face l'action, l'interaction, la pratique de la langue. Les phases un peu plus réflexives peuvent être faites dans d'autres moments, dans d'autres temps. On peut travailler aussi en mode classe inversée, en proposant aux élèves de découvrir la règle de grammaire dans le livre par eux-mêmes, et ensuite en classe, on va en profiter pour pratiquer. Bon, il y a plein de possibilités différentes que vous pouvez retrouver d'ailleurs des suggestions dans les guides pédagogiques pour pouvoir travailler la grammaire avec les élèves dans ces sens-là. Après les adolescents, on a les enfants. Les enfants, c'est encore tout un autre monde, parce que eux, pour le coup, peut-être qu'ils n'ont jamais réfléchi
encore à comment fonctionnait une langue, ni même leur propre langue maternelle. Autant les adolescents, quand ils étudient leur propre langue maternelle, ils ont déjà commencé un petit peu à voir, ne serait-ce que savoir qu'est-ce qu'un adjectif, qu'est-ce qu'un verbe, réfléchir un petit peu aux temps verbaux, etc. C'est pas toujours le cas, mais quand même, la plupart du temps, ils ont déjà amorcé un peu cette réflexion. Autant les enfants, pas encore, ou rarement. Donc avec les enfants, il va encore falloir procéder d'une autre manière. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne dans la collection Capsure? La collection Capsure, c'est la collection pour les enfants d'âge, disons, de l'âge de l'école primaire, plus ou moins, donc à partir de 6-7 ans jusqu'à à peu près 10 ans. Je vous donne des fourchettes assez larges parce que ça dépend toujours un peu de vos élèves, de leur maturité, de à quel âge ils apprennent à écrire et à lire, par exemple, puisqu'il faut que ce soit des élèves qui soient scripteurs ici dans cette collection. Donc, première phase de travail de la grammaire dans Capsure, c'est un peu comme dans les autres, la découverte de la langue en contexte. Donc là, par exemple, on est dans le niveau 1 encore, et l'objectif grammatical, vous l'aurez peut-être deviné, c'est oui, c'est ça, les prépositions et les articles contractés. Donc on a à la gare, au salon de coiffure, à l'apostrophe école, et à la, au, à compléter. Voilà. Donc, les élèves observent cette image, ils vont écouter quelque chose dans lequel ils vont entendre certaines phrases, certaines amorces de phrases, et ils vont devoir deviner où ça se passe. Et donc, utiliser les petites étiquettes qu'ils ont ici. Et l'objectif, c'est qu'ils ne se posent pas beaucoup de questions, en fait. En tout cas, pour l'instant. L'objectif, c'est qu'ils essayent de réutiliser immédiatement puisqu'on leur donne la structure, qu'ils essayent d'utiliser immédiatement ces structures sans particulièrement se poser de questions. Ensuite, on peut avoir une deuxième phase qui peut être de conceptualisation, mais dans Capsure, un peu comme dans Globetrotter, à la fin des unités, on a une page qui s'appelle Cap sur la langue, dans laquelle on va retrouver une conceptualisation, mais très simple. On s'adresse à des enfants. Donc la conceptualisation passe par des dessins, par des schémas et surtout par des exemples. Et dans Capsure, on fonctionne beaucoup par code couleur. Si je reviens en arrière, on retrouve le même code couleur, ici à la en rouge, O en bleu, et dans la phase de conceptualisation, on retrouve le même code couleur, donc rouge pour le féminin et bleu pour le masculin. C'est quelque chose qu'on peut faire remarquer aux élèves, surtout s'ils ont déjà ce masculin-féminin dans leur langue maternelle, peut-être que ça peut être familier. Sinon, l'objectif n'est vraiment pas de s'attarder beaucoup sur la réflexion sur la langue, puisque c'est un exercice qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Alors, je généralise, si vos élèves utilisent Capsure, ou en tout cas ont l'âge de Capsure, et ont déjà l'habitude de réfléchir à la langue, là, on va pouvoir leur proposer des activités un peu plus conceptuelles, justement. Mais sinon, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser la langue, de s'amuser avec, et donc de passer rapidement aux exercices de systématisation. Dans Capsure, là aussi, on retrouve beaucoup d'exercices de systématisation dans le cahier d'exercices, qui sont parfois sous forme de jeux, qui sont parfois sous forme d'exercices plus classiques, structuraux. Et enfin, comme dans toutes les autres collections, on arrive à la phase de production où on va remettre la langue en contexte, où on va rebrasser différents objectifs qu'il y avait dans l'unité, donc le lexique, les différents points de grammaire, et aussi le côté culturel et interculturel. On parle aussi pas mal d'interculturel dans Capsure. Donc dans Capsure, on a deux tâches finales. Ici, je vous ai mis qu'un seul exemple, mais on a toujours deux tâches finales. On a ce qu'on a appelé la mission découverte, qui est un peu justement le côté plus interculturel, mais dans lequel, pour parler des différentes cultures, on va avoir besoin d'utiliser les structures grammaticales et lexicales qu'on a découvertes. Donc la mission découverte ici, par exemple, c'est de découvrir les différents types de marchés du monde. Et forcément, pour parler des marchés, parler de où est-ce qu'on achète les différentes choses, on va avoir besoin de réutiliser les structures au, à la, à et l'apostrophe pour pouvoir dire, moi, chez moi, dans mon pays, j'achète le pain, par exemple, à la boulangerie. Dans d'autres pays, peut-être qu'on achète le pain au marché. Voilà. Donc, mine de rien, sans en avoir l'air, on va réutiliser tout ça. Ça, c'est la première mission. Et dans Capsure, il y a toujours deux missions, je vous disais. La deuxième mission, c'est ce qu'on appelle la mission bricolo.
dans lequel on va manipuler, on va construire quelque chose. Et pour construire cette chose ou pour utiliser cette chose que l'on va construire, on va utiliser la langue et on va réemployer à nouveau toutes les structures linguistiques qu'on aura découvertes. Pardon. Donc voilà, pour les différents publics et les différentes collections de Maison des Langues. Maintenant, il n'y a pas que les livres. Chez les éditions Maison des Langues, il y a aussi ce que j'ai appelé les petits plus. Alors, mon premier petit plus, c'est quand même un livre. C'est les différentes collections de grammaire qui existent. Parce qu'on peut avoir des élèves qui ont besoin ou qui ont envie, en fonction de la manière dont ils ont l'habitude d'apprendre. Je pense au public que je connais bien, un public espagnol qui aime apprendre la grammaire, qui aime faire des exercices grammaticaux, qui aime vraiment faire des leçons de grammaire. On peut leur proposer d'avoir avec eux un livre de grammaire, de travail grammatical. Et pour ça, on a la collection La grammaire du français, qui s'adresse au public grands adolescents, adultes, niveau A1, A2, B1, et ça va jusqu'au niveau B2. Oui, il me semble que ça va jusqu'au niveau B2. On n'a pas de grammaire du C1. Par contre, dans Défi C1, il y a beaucoup de grammaire aussi. Donc ça peut compléter. Et pour les adolescents, il y a une collection spéciale qui s'appelle La grammaire sans problème, qui a été vraiment conçue pour des adolescents, donc avec des leçons simples. Encore une fois, on essaye de ne pas trop les perdre avec beaucoup d'explications conceptuelles et théoriques, et surtout des exercices et des activités pour pratiquer les notions de grammaire. C'est pour les niveaux A1 et A2, donc vraiment pour plutôt les niveaux débutants. Ça permet de compléter le travail qui est fait dans les livres quand on a besoin avec certains publics. Spécial ado, oui, c'est ça. Ensuite, dans les autres petits plus, on a aussi beaucoup de choses sur l'espace virtuel. Donc l'espace virtuel, pour rappel, c'est la plateforme numérique des éditions Maison des Langues dans laquelle on trouve énormément de ressources pédagogiques. Parmi ces ressources, je suis allée fouiller et j'ai cherché tout ce qui correspond exactement au travail grammatical. Je dis exactement travail grammatical parce qu'après, il y a plein de ressources dans lesquelles on va aussi avoir besoin de la grammaire, on va aussi réfléchir un peu à la grammaire, mais qui ne sont pas spécifiques de la grammaire. Aujourd'hui, je mets vraiment l'accent sur les ressources spécifiques de travail grammatical. Donc, si vous allez dans la section vidéo didactisée et leurs ressources, avec ce petit symbole ici, vous allez le retrouver facilement sur la page d'accueil de l'espace virtuel, vous avez une première collection qui s'appelle les GrammaClips. Les GrammaClips, moi je les utilise beaucoup avec mes élèves de tous les niveaux. On va pouvoir les utiliser différemment avec tous les niveaux en fait. On a surtout des points de grammaire qui correspondent au niveau A1, A2, B1 et quelques points de grammaire de niveau B2. Mais je les utilise quand même avec tous les niveaux parce que même mon élève qui arrive en classe de C1, ils ont toujours des lacunes. C'est impossible d'avoir un élève qui est complètement acquis toute la grammaire jusqu'au niveau B2 quand il arrive en C1. Il y a toujours des moments où on a besoin de passer par des phases de révision. Et donc, ces petits GrammaClips vont nous permettre, par exemple, d'envoyer nos élèves de niveau C1, B2, B1 revoir des points de grammaire qu'ils auraient dû acquérir auparavant. Mais c'est beaucoup de choses, donc c'est pas toujours possible. Et pour les élèves de niveau A1, A2, B1, ça va être intéressant de travailler avec ces GrammaClips. Alors, là aussi, on peut travailler de différentes manières. On peut travailler sous forme de classe inversée, donc leur proposer de faire une partie des activités proposées dans ces GrammaClips à la maison, puis de garder la partie où on va utiliser la langue pour la classe. Je vous ai pas encore expliqué ce que sont les GrammaClips, en fait. J'ai commencé mon explication par la fin. J'ai commencé par vous dire comment les utiliser sans vous dire exactement ce que c'est. Si parmi vous, il y a des personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, je reprends l'explication. Les GrammaClips, c'est des vidéos très courtes qui durent au maximum, je pense, 3 minutes, animées. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran ici où on retrouve toujours deux personnages, Yves et Yvette. Ici, c'est Yves, qui sont mis en situation. Et grâce à leur situation, on découvre ou on révise un point de grammaire. Donc c'est vraiment des vidéos qui sont faites pour l'apprentissage de la grammaire. Et ce qui est bien, c'est que sur l'espace virtuel, en plus de la vidéo, vous avez beaucoup de matériel. Donc on a le matériel, disons,
téléchargeable papier, une fiche apprenant, une fiche enseignant, c'est tout, une fiche apprenant, une fiche enseignant. Et on peut aussi réaliser toutes les activités directement en ligne de manière interactive si les élèves ont accès à la plateforme également. Donc, ce qui nous permet, cette manière de travailler en ligne va nous permettre de leur donner ce travail à faire à la maison ou dans un labo de langue, dans une salle multimédia. Ils vont pouvoir le faire en autonomie. C'est pour ça que je disais que je l'utilise beaucoup comme format de révision ou de découverte de la langue avant de venir en classe. Mais rien ne nous empêche de distribuer les fiches apprenants en classe, en papier, et de projeter le GrammaClip, la petite vidéo pendant la classe, et que les élèves remplissent la fiche. C'est vraiment une fiche très progressive de découverte de la grammaire dans le contexte de cette petite vidéo. Donc voilà pour les GrammaClip. Il y en a beaucoup qui existent. J'ose pas vous dire un chiffre, mais il y en a pas mal. Tous les thèmes principaux de grammaire des niveaux A1 et A2 sont traités. Donc vous allez retrouver tous les... Ici, par exemple, il s'agit des prépositions de localisation. Donc à droite, à gauche, dessus, dessous, en haut, en bas, etc. Dans, sur, etc. Et puis comme ça jusqu'au niveau B2. Autre collection qui permet de travailler la grammaire en vidéo, c'est les tutoriels de grammaire. Alors peut-être que vous me reconnaissez ici. Les tutoriels de grammaire, c'est 60 et quelques vidéos. Je crois qu'on en a fait 64 finalement, dans lesquelles, c'est moi, j'explique une règle de grammaire à vos élèves. L'objectif, c'est de leur expliquer de la manière la plus simple, en français, avec des exemples, à chaque fois des exemples d'utilisation. On a essayé d'avoir un ton un peu détendu et humoristique. C'est pas toujours, je sais pas si ça fera rire vos élèves, mais en tout cas, on a essayé. Et donc, la vidéo dure maximum 2 minutes, 2 minutes 30 pour les points de grammaire les plus complexes. Donc, c'est très rapide. L'objectif, c'est d'expliquer le point de grammaire. Et ensuite, sur la plateforme, on a aussi 2 ou 3 activités de systématisation pour immédiatement mettre en pratique le point de grammaire expliqué dans cette vidéo. Ces points de grammaire, ils sont pour le niveau A1, A2, B1 et B2. Donc, encore une fois, de la même manière que les GrammaClip que je vous ai présentés auparavant, on va vraiment pouvoir les utiliser de différentes manières. En mode classe inversée, comme révision pour les élèves chez qui on aurait identifié quelques lacunes, par exemple, on va pouvoir personnaliser un petit peu et dire, quand on corrige, par exemple, je vous donne un exemple, on corrige une production écrite et on remarque que cet élève de niveau B2, ben, visiblement, les pronoms relatifs, par exemple, c'est pas du tout acquis, je confonds toujours qui et que. On peut l'envoyer, regarder cette vidéo, faire les exercices et revenir vers nous ensuite s'il a d'autres questions, mais on ne va pas perdre du temps pendant la classe pour revoir un point de langue qui aurait dû être vu auparavant. Ça nous permet de continuer à avancer et on va pouvoir comme ça envoyer les élèves en fonction de leurs besoins, aller voir les vidéos dont ils ont besoin. Entre les GrammaClip et les tutoriels de grammaire, on trouvera toujours un moyen de les faire réviser. Donc ça, c'est s'il s'agit de révision. Et s'il s'agit d'un nouveau point de grammaire, encore une fois, soit on leur propose de regarder la vidéo et de faire les premiers exercices systématiques avant la classe, comme ça, on gagne du temps pendant la classe, c'est en mode classe inversée, on gagne du temps pendant la classe, et pendant la classe, on va vraiment pouvoir faire les activités de systématisation à l'oral, les activités de production, de remise en contexte de la langue, avoir le temps de faire les projets, etc., ce qui permet de faire des choses plus réelles, plus authentiques, plus concrètes en classe. Ou bien, justement, si on voit qu'on n'utilise pas cette vidéo, on fait les choses qui sont dans le livre, et on se rend compte qu'on a des élèves qui n'ont pas bien saisi, ont besoin d'une autre explication, et bien là, vous avez justement une autre prof, qui n'est pas vous, qui vous permet d'avoir une explication peut-être différente, parce qu'on n'a pas tous et toutes la même manière d'expliquer les points de langue. Donc peut-être que dans la vidéo, moi, j'ai choisi une autre manière d'expliquer ce point de langue avec d'autres exemples, et peut-être que ça va faire tilt dans les cerveaux des élèves qui étaient bloqués sur certains points. Voilà, ça me permet d'avoir le support d'un autre prof, en fait, qui peut parfois débloquer certains élèves. Donc ces vidéos, elles sont quand même très très pratiques, vous le voyez, pour pouvoir faire des choses très différentes avec les élèves. Et toujours bien penser que vous avez
en plus, à chaque fois, les exercices systématiques interactifs que les élèves vont pouvoir faire. Donc, qu'ils les fassent en autonomie, soit en classe directement, et vous pouvez dire aux élèves de prendre la souris ou le clavier pour le faire pendant la classe. Voilà pour les petits plus. Alors, je vous ai dit, je me suis arrêtée seulement sur les ressources spécifiques à la grammaire sur l'espace virtuel, mais on a aussi, bien sûr, par exemple, dans les collections C'est d'actualité ou donc les articles de presse qui ont été didactisés, ou dans les exploitations des courts-métrages ou des microfilms, on a encore et toujours du travail grammatical. On a des points de langue qui sont traités, qui sont étudiés, qui sont décortiqués, systématisés dans ces ressources-là aussi. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment m'attacher à vous présenter les ressources spécifiques à la grammaire. Donc, avant de vous quitter, je voulais vous rappeler quelques points essentiels. Alors, c'est mon avis, ça n'engage parfois que moi, mais voilà mes conseils à moi. Je vous conseille de privilégier vraiment la démarche inductive. C'est d'ailleurs, vous avez vu, c'est celle qui revient dans toutes les collections des éditions Maison des Langues, parce qu'on considère que c'est très important que notre apprenant il soit actif pendant toutes les phases de l'apprentissage. Nous, on connaît déjà les règles de grammaire. Ce qu'on veut, c'est que ce soit l'élève qui travaille. Nous, on prépare le parcours, mais c'est à lui d'aller chercher les informations et d'aller les utiliser. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus que la grammaire, c'est donc pas notre objectif principal, mais c'est un outil au service de l'action. Ça veut dire que quand on présente les objectifs d'une leçon aux élèves, je trouve que c'est plus intéressant de focaliser en disant aujourd'hui, nous allons apprendre à parler d'un membre de sa famille, plutôt que de dire aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les articles possessifs. On va aussi apprendre les articles possessifs, mais on va surtout apprendre à être capable de parler de sa famille. Je pense que c'est aussi plus motivant pour les élèves qui ne sont pas particulièrement fans de grammaire, parce qu'on en a quelques élèves qui ne sont pas particulièrement fans de grammaire. Donc voilà, ça revient à mon troisième point, que l'objectif, c'est vraiment d'être capable de faire des choses en français. Et il ne faut pas oublier que la grammaire, ça peut vraiment être quelque chose d'assez ludique, d'assez dynamique et d'assez interactif. On peut transformer ces phases de conceptualisation, repérage, construction par soi-même de la langue, de la grammaire, pardon, en enquête, presque en escape game, transformer ça un petit peu en jeu, en disant qu'il faut qu'il cherche les informations, on peut limiter le temps, on peut trouver toujours des moyens de faire en sorte que ce soit ludique et dynamique, les faire travailler en groupe pour qu'ils interagissent, pour qu'ils échangent des hypothèses, qu'ils réfléchissent ensemble, et que ce soit interactif dans le sens où dès qu'on a compris comment ça fonctionne, on réutilise. On n'apprend pas la grammaire pour être capable de réciter une leçon de grammaire, mais plutôt pour être capable de l'utiliser en fait. Et donc, les moments de grammaire ne sont pas nécessairement faits non plus pendant la classe de manière magistrale avec un enseignant qui transmet le savoir, mais ça peut être fait en groupe, en binôme, en grand groupe, en autonomie, à la maison, en classe. Alors, en autonomie en classe ou en autonomie à la maison, on peut avoir différentes manières de procéder. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, ça va être justement de varier un peu pour que les élèves soient toujours un peu sur le qui-vive et un peu surpris. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire, et avant de vous laisser la parole pour éventuellement répondre à vos questions, pour que vous puissiez poser vos questions, j'ai un dernier petit sondage à vous partager pour savoir si, par hasard, est-ce que maintenant vous trouvez que la grammaire c'est super? Alors, pas forcément super, on est d'accord, mais éventuellement, est-ce que vous avez plus d'idées, plus de ressources, plus d'outils pour que la grammaire, ça se passe de manière plus positive dans vos classes, pour ceux qui avaient répondu que c'était galère, en tout cas. On va voir les résultats, si on a eu une augmentation. Ah, magnifique, 98%. Alors, il me reste à convaincre les 2% restants, mais formidable. Visiblement, vous avez maintenant plus d'outils, plus de matériel pour savoir comment aborder
la grammaire avec vos élèves, quel que soit leur âge, je suppose. Alors, les 2% restants, contactez-moi, j'ai encore des choses que je peux vous dire, je pense, pour vous convaincre. Et merci beaucoup.